et surtout sur l'assise scientifique qui a présidé à la création de Bleu Blanc Cœur. Alors, simplement, pour vous donner le contexte, nous sommes dans une société de consommation, une société industrialisée, et vous voyez ici sur cette diapo la prévalence de la mortalité cardiovasculaire comparée entre différents pays de l'OCDE. Et globalement, plus on est d'un pays anglo-saxon et du nord de l'Europe, plus on meurt facilement de ces problèmes cardiaques, et plus on est méditerranéen, et la France est bien placée pour ça, moins on en meurt. Et puis le champion toute catégorie, bien entendu, c'est le Japon. Alors déjà, une première image comme celle-ci nous interpelle pour savoir, mais pourquoi y a-t-il une telle différence? Même chose quand on regarde d'autres maladies métaboliques, dont le diabète. Vous voyez qu'entre 1995 et 2010, le nombre de diabétiques dans le monde a doublé, et d'ici 10 ans, le nombre de diabétiques aura triplé. Nous sommes dans une véritable épidémie de diabète, et ça pose une question, pourquoi? Et dans le petit carré en bas, vous voyez que la France en reste avec une augmentation également importante du diabète. Ouais. Et puis, vous avez un autre aspect. Alors là, c'est caricatural aux États-Unis. Vous voyez qu'en 25 ans, globalement, on est passé de moins de 14% de la population américaine qui était obèse, actuellement à près de 35% de cette population. Ces cartes nous laissent un peu perplexes, mais vous voyez que la France, elle aussi, augmente sur la partie de droite, un peu caché par les étiquettes là, mais vous voyez que la France a augmenté de grosso modo de 8 à 15% durant les dernières décennies, et que, chose importante également, cette obésité et ces troubles métaboliques sont d'autant plus importants que les populations en question sont de faibles revenus, sont peu éduquées, alors que chez les gens qui sont dans les classes moyennes et supérieures, il y a beaucoup moins d'obésité, ce qui pose également un problème fondamental: comment atteindre des populations qui, en soi, en ont le plus besoin, mais qui sont par ailleurs les plus démunies par rapport à ce type de pathologie. Alors, quand enfin on regarde la topographie en France de ces différentes pathologies, on s'aperçoit que globalement, c'est toujours la même chose, que ce soit pour des cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, maladies métaboliques, ce qui voudrait dire qu'il y a un facteur de risque commun. Et au niveau de Bleu Blanc Cœur, et surtout au niveau des prémices qui ont présidé à la création de Bleu Blanc Cœur, nous nous sommes interrogés sur ce dénominateur commun qui pouvait expliquer l'ensemble de ces pathologies. Et bien entendu, on s'est appuyé sur un certain nombre d'études, dont en 2000 l'étude Princeps que nous avons menée, et qui ont montré que finalement, le dénominateur commun était un déficit majeur en acides gras polyinsaturés de type oméga 3. Et alors, ce déficit, responsable de ces maladies de civilisation, sont bien entendu liés aux habitudes alimentaires contemporaines, au mode de production agricole et notamment au mode de production animale contemporaine. Et on avait besoin d'une preuve pour être sûr qu'on était dans la bonne direction. Et cette preuve nous a été confirmée dans une certaine mesure par la prévention que confère le régime crétois ou le régime méditerranéen, qui montrait qu'un enrichissement naturel en oméga 3 permettait effectivement une meilleure vie, voire une meilleure survie. Alors, nous voilà confrontés à un problème qui n'est pas facile à résoudre. C'est celui à la fois de la quantité des matières grasses alimentaires, mais aussi de la nature de ces graisses alimentaires qui sont à l'origine de ces maladies. Alors, globalement, pour être clair, j'ai proposé une séparation entre ce que nous consommons directement, alors c'est les huiles d'assaisonnement, les huiles de cuisson, toute la biscuiterie qui utilise beaucoup l'huile de palme, les plats préparés, les margarines, ça nous le consommons directement, et puis
il y a aussi les consommations indirectes. On ne s'en aperçoit pas toujours, et c'est en particulier en consommant des produits d'origine animale. Alors, nous reviendrons sur les produits d'origine animale, et notamment la viande, qui est actuellement dans le collimateur d'un certain nombre de politiques, de nutritionnistes, etc. Mais nous verrons que finalement, ce n'est pas la viande et les produits animaux en soi qui sont mauvais, mais c'est la nature des graisses qu'elles contiennent. Alors, si je regarde les apports directs en lipides, eh bien, vous voyez que globalement, notamment dans la biscuit et les plats composés, c'est l'huile de palme qui est dominante. Et puis, dans les huiles de friture, les salades, on a essentiellement du tournesol. Or, ces huiles et ces matières grasses, c'est quoi? Et ce sont des acides gras saturés et des acides gras où les oméga-6 sont prédominants. On reviendra sur ces problèmes ou dans les discussions que vous pourrez engendrer tout à l'heure. Et puis, quand on regarde l'alimentation animale, eh bien, on s'aperçoit que le modèle d'alimentation animale actuellement, pour le cheptel bovin, le cheptel, même pour le porc et pour les poules, eh bien, c'est le maïs et le soja. Or, maïs et soja, avec également de l'huile de palme dans certaines circonstances, c'est quoi? Eh bien, là encore, c'est des oméga-6 et ce sont des saturés. Donc, nous voilà devant une surconsommation directe et indirecte d'oméga-6 et de saturés, et nous avons pu démontrer que c'était ça à l'origine de toutes ces pathologies dites de civilisation. Et dans différentes études, on a pu voir l'évolution. Alors souvenez-vous, en 1945, après la guerre, il a fallu instaurer le plan Marshall sous la direction des États-Unis, et ce plan Marshall a permis la révolution verte qui a complètement modifié le modèle agricole et de production alimentaire, et on a vu au fur et à mesure que les années passées, que la quantité d'oméga-6 a augmenté progressivement alors que les oméga-3 restaient extrêmement faibles dans l'apport et que le rapport oméga-6 sur oméga-3 était de passer de 5 environ en 1945 à plus de 20 aujourd'hui. Et c'est ce rapport qui est l'élément prépondérant pour expliquer l'émergence et l'incidence de ces maladies que nous sommes en train d'essayer de contrôler. Alors, quelle réponse nutritionnelle? Bien évidemment, c'est la diminution, si possible, des oméga-6 et l'augmentation significative des oméga-3. Alors, pour ça, il n'y a qu'une seule manière de procéder, c'est ce que nous appelons la chaîne alimentaire. En effet, les oméga-3 ne peuvent être fabriqués que par des végétaux grâce à la photosynthèse. Alors, vous avez bien entendu une source marine qui sont disons, la production ou bien la pêche de poissons en mer ou en rivière, ces poissons se nourrissant de phytoplancton, puis de cryoplancton, de krill, je veux dire, et puis nous consommons ces poissons qui se sont enrichis naturellement en oméga-3. Et puis, il y a la filière terrestre, et ça, ce sont les animaux qui vont consommer des oméga-3 dus à la photosynthèse, et nous, en consommant ces animaux, eh bien, nous pouvons bénéficier de ces oméga-3. Alors, c'est le principe, sachant que en fonction de ce que la vache ou le cochon ou la poule pondeuse vont consommer, eh bien, les produits animaux vont être extrêmement différents. Palme, soja, maïs, tournesol, ça entraîne une surproduction de viande, de lait chez la vache, d'acides gras saturés et d'acides gras trans et d'acides gras oméga-6. Et puis, nous avons pu mettre en évidence que le lin, qui est le végétal le plus riche en oméga-3, va nous apporter dans la viande, dans le lait, des oméga-3 en quantité importante.
Donc, c'est là-dessus que nous avons pris la décision de créer Bleu Blanc Cœur pour favoriser cette filière alimentaire qui nous permettait ainsi d'avoir des produits bons pour la santé, tout en ayant un cheptel qui soit lui-même en meilleure santé, puisque, a priori, la vache n'est pas faite pour manger palme, soja, maïs et tournesol, mais elle est faite pour manger de l'herbe et des végétaux riches en oméga 3. Aujourd'hui, nous admettons au niveau des comités d'experts, et ce sont les recommandations de l'ANSES, que l'équilibre alimentaire doit avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur ou égal à 4. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous frisons le rapport entre 18 et 20, et à titre indicatif, aux États-Unis, le rapport est de l'ordre de 35, ce qui explique aussi la différence entre la montée du diabète et de l'obésité aux États-Unis et en Europe. Alors, pour le prouver et pour apporter un petit peu d'eau à notre moulin, nous avons fait un certain nombre d'études. Dans ces études, la première, celle de 2000, visait à voir si une telle alimentation permettait d'avoir une protection vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Alors, nous avons fait deux types d'origine alimentaire, des animaux qui a été nourri avec la filière lin, à l'époque ça ne s'appelait pas encore oméga 3, Bleu Blanc Cœur, et puis des animaux nourris de façon standard. Et rien que sur le diagramme que vous voyez à droite, vous voyez que la quantité, alors c'est un peu caché malheureusement par les étiquettes, mais la quantité d'oméga 3 dans la filière lin a été multipliée par 3 par rapport à la filière standard. Donc ça, c'était déjà un premier succès. Le deuxième point, c'est que nous avons fait consommer ces aliments en double aveugle, des gens qui avaient le régime standard et des gens qui avaient le régime lin, et on s'est aperçu qu'au bout de 3 mois de consommation, mais c'était déjà efficace au bout de 15 jours, on voit que ce soit dans le sérum ou que ce soit au niveau des parois cellulaires, on a multiplié par 2, grosso modo, la quantité d'oméga 3 et on a diminué de façon significative également la quantité d'oméga 6. Et au final, l'augmentation des oméga 3, la diminution des oméga 6 s'accompagne d'une diminution significative du rapport oméga 6 sur oméga 3 dans le sang et dans les cellules des participants, ce qui était effectivement un très bon point sur le plan de la preuve que l'alimentation pouvait modifier notre statut de santé et pouvait modifier l'évolution vers une pathologie ou au contraire sa prévention. Alors le deuxième point, c'est que tout le monde dit encore, même si on a fait la preuve du contraire, que le cholestérol, c'est une catastrophe. Nos collègues cardiologues disent qu'il faut lutter contre le cholestérol. Je veux bien. Alors, nous avons fait une étude pour dire est-ce qu'en consommant du lin directement, on pouvait avoir une influence sur le cholestérol. Donc, consommer du lin directement, c'est un peu difficile. On a donc mélangé de la farine de lin avec de la farine de froment, 5% de graines de lin extrudées dans 95% de farine de blé, et ce qui correspondait à peu près à un apport journalier de 80 grammes de pain, c'est-à-dire une tranche de pain au petit déjeuner, 2 tranches de pain au petit déjeuner, une tranche à midi et une tranche de pain le soir, et qui correspond à un apport à peu près de la moitié, un peu moins de la moitié des besoins que l'on reconnaît actuellement dans les besoins journaliers d'oméga 3. Eh bien, le résultat, ça a été qu'on a fait baisser de 8% le cholestérol total, de 8% celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, et de 35% les triglycérides, ce qui est effectivement quelque chose de tout à fait remarquable, et on est aussi bon qu'un certain nombre de médicaments qui sont des médicaments hypocholestérolémiants. Donc, il n'est pas forcément utile toujours
de prendre des médicaments, mais une bonne alimentation peut permettre d'avoir un tel résultat. On a regardé également chez les diabétiques. Alors, chez les diabétiques, c'est un véritable problème de santé publique et on a fait là encore une étude en 3 bras cette fois-ci. Premier bras, c'est les témoins. Deuxième bras, c'est un régime riche en oméga 3, mais dont on a exclu tous les produits d'origine des ruminants, donc le lait, la viande de bœuf, le fromage. Et un troisième régime où on mettait effectivement les produits issus des ruminants, donc fromage, lait, etc. Et le résultat des courses, eh bien, vous voyez sur ce diagramme que les témoins et ceux qui avaient un régime bleu-blanc-cœur sans produits laitiers, eh bien, ils ont un peu perdu parce que les gens étaient bien encadrés par les diététiciennes, mais que finalement, le gain total n'était pas très significatif. Par contre, ceux qui avaient des produits laitiers baissaient de près de 30% les besoins en insuline pour se maintenir dans les normes de leur traitement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution de l'insulinorésistance. Plus on est diabétique, plus l'insuline que l'on s'injecte ou que l'on se fabrique, et moins elle est efficace. Et bien là, on a redonné de l'efficacité à l'insuline. Et sur la droite, vous voyez un diagramme où on voit, rien que par le régime, la diminution des glycémies chez un de mes patients qui était participant à cette étude. Et on son diabète, c'est quasi de l'étude, eh bien, il est reparti de plus belle, ce qui veut dire qu'effectivement, on était extrêmement efficace pour lutter contre le diabète. Autre étude, c'est l'étude obésité. Alors, on a donné, toujours en double aveugle, la moitié de la population, donc c'était sur 160, 80 personnes ont eu un régime standard, c'est ce que vous voyez en jaune, et puis 80 personnes ont eu un régime bleu-blanc-cœur. Et j'espérais un petit peu que les régimes bleu-blanc-cœur maigriraient davantage. En fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde a maigri de la même manière, mais il faut dire que les diététiciennes de mon centre de recherche étaient extrêmement vigilantes, regardaient dans les frigos des gens, fournissaient l'alimentation. Tout le monde a perdu de la même manière. Par contre, en deuxième partie de cette étude, on a dit aux gens, maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez été éduqués par les diététiciennes, vous reprenez une alimentation normale et puis on regarde ce qui se passe. Eh bien, les gens qui avaient eu un régime standard ont tous repris du poids, voire davantage, alors que les gens qui avaient eu le régime bleu-blanc-cœur n'ont pas repris de poids. Et ça, c'est la chose qui nous a paru le plus intéressant, c'est qu'avec un régime bleu-blanc-cœur, on ne recrute pas de cellules graisseuses supplémentaires pendant le régime, alors que les gens qui ont un régime standard, comme ils ont toujours un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui est élevé, ils continuent à recruter des cellules graisseuses et au moment de la réalimentation, ces nouvelles cellules graisseuses se rajoutent aux précédentes et ils deviennent encore plus gros. Les diététiciennes connaissent très bien ça, c'est le phénomène de yo-yo. Alors, pour nos collègues cardiologues, qui nous disaient « oui, mais rien ne vaut le régime que nous prescrivons, vous, votre régime bleu-blanc-cœur, ça ne vaut rien », eh bien, on a regardé sur les critères de surveillance du risque cardiaque, c'est-à-dire triglycérides, cholestérol, bon cholestérol et mauvais cholestérol. Eh bien, vous voyez que globalement, il n'y a aucune différence significative entre ces différents critères d'un régime tel que les cardiologues le prescrivent et d'un régime tel que bleu-blanc-cœur le prescrit. Autrement dit, on est au moins aussi efficace que ce que les cardiologues, à la fois avec des statines et un régime, veulent faire, simplement par un régime bleu-blanc-cœur. Et ça veut dire, en termes clairs, que le ratio oméga 6 sur oméga 3 est un des meilleurs critères de surveillance
et de prévention des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète et de façon générale des maladies métaboliques, voire cancéreuses. Donc je répète, un équilibre inférieur à 4, les aliments directs ou indirects qui sont un peu dangereux, mais il en faut, je dis bien il en faut, mais qui sont dangereux en cas d'excès, c'est le maïs, tournesol, soja. Et puis, vous avez les bons, entre guillemets, médicaments, ceux qui, de toute façon, ne sont pas en quantité suffisante, mais sont nécessaires, que ce soit en prévention, que ce soit en alimentation directe ou indirecte, mais là, plutôt en alimentation indirecte. C'est l'herbe de printemps, les algues et microalgues, la luzerne, le lin, le lupin, la févrole, etc. Donc, simplement pour conclure, si vous voulez avoir une alimentation équilibrée, choisissez bien vos huiles de table. Certes, l'huile d'olive est pauvre en oméga 3, mais elle est dite neutre parce qu'elle a beaucoup d'oméga 9, c'est-à-dire d'acide oléique, qui est une huile qui est riche en vitamine E antioxydante et qui n'est ni oméga 6 ni oméga 3, mais toutes les autres huiles ne sont pas recommandées. Tournesol, soja, maïs, pépins de raisin, laissez-les tomber. Et puis, vous avez les huiles riches en oméga 3, et là, vous en avez deux qui dominent. C'est l'huile de colza. Au Canada, ça s'appelle canola, mais c'est exactement le nouveau colza qui est actuellement cultivé, et l'huile de noix. Et vous voyez que ces deux huiles sont extrêmement riches en oméga 3. Donc, moi, je peux vous conseiller, sur le plan de la consommation courante en termes d'assaisonnement, de prendre ces deux types d'huiles. Et puis, vous avez les huiles que vous retrouvez dans les magasins un peu, disons, les magasins bio, les magasins naturopathes, tout ce que vous voulez. Mon sentiment, laissez-les tomber. L'huile de caméline, qui est appelée aussi en Allemagne le petit lin, l'huile de caméline est extrêmement riche, mais j'ai regardé très précisément, qu'elle soit en bio ou qu'elle soit en conventionnel, à peu près 10 fois plus chère que l'huile de colza. Donc, entre nous soit dit, mieux vaut prendre du colza et vous avez exactement le même effet que si vous prenez de la caméline 10 fois plus cher. Et enfin, si vous voulez faire une friture, si vous voulez mettre un peu d'huile dans votre poêle pour votre beefsteak ou que sais-je, eh bien, vous avez une huile qui est très bonne, qui est l'huile d'arachide, qui est passée un petit peu à l'as. On n'en parle plus beaucoup. Mais si vous regardez la composition de l'huile d'arachide, elle est très proche de l'huile d'olive. Et si vous n'aimez pas l'huile d'olive frite dans la poêle, eh bien, prenez de l'huile d'arachide qui a un goût beaucoup plus neutre et qui vous permet de faire effectivement un certain nombre de fritures. Par contre, laissez tomber le copra, le palmiste, le palme, etc. Parce que là, vous avez énormément de saturés et que les saturés en excès ne sont effectivement pas du tout indiqués. Voilà, quant à la filière bleu blanc cœur, pour résumer, eh bien, vous avez les graines de lin ainsi que les autres végétaux que j'ai signalés qui vous permettent effectivement de nourrir des animaux de façon correcte, et ces animaux sont en bien meilleure santé. D'autre part, cette culture de lin et d'autres végétaux permet une rotation des cultures et un meilleur équilibre sur le sol. Donc, on est très positif en termes de santé du sol. Troisièmement, en ce qui concerne les ruminants, le fait de leur donner une alimentation adaptée fait qu'ils diminuent considérablement les émissions de méthane et donc de gaz à effet de serre. Donc, on a une agriculture qui est extrêmement positive et une filière qui nous permet d'être rassurés sur un certain nombre de points importants dans le développement de notre agriculture et de notre société. Et puis, vous avez ainsi un certain nombre d'aliments qui vous permettent d'avoir une consommation tout à fait positive sur le plan de la santé. Et puis, si vous voulez avoir des graines de lin extrudées en apport supplémentaire, sachez que Bleu Blanc Cœur peut
effectivement vous fournir de la linette, qui est de la graine de lin extrudée, que vous pouvez ajouter dans votre yaourt, votre salade, etc., et qui permet d'avoir une alimentation complémentaire riche en oméga 3. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et au fond, nous sommes ce que nous mangeons. Et certains disent qu'il n'y a que le médicament pour se prévenir des maladies cardiovasculaires, cardiaques, diabétiques, obésité et métaboliques. Peut-être que l'alimentation en tant que telle est amplement suffisante pour nous donner une base sûre sur le plan de l'avenir de notre santé. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour cette présentation. Avant de passer aux éventuelles questions, on va laisser la parole à Thierry Guichetot pour conclure et pour nous donner les mots de la fin. Thierry Guichetot est médecin généraliste sur Orvault et il est président des professionnels de santé que nous avons créé au sein de l'association Bleu Blanc Cœur il y a maintenant 4 ans. Donc voilà, je lui laisse les mots de la fin. Merci Flore et merci pour cette formidable présentation sur les oméga 3, oméga 6. La très bonne nouvelle, c'est que le collège a été créé en 2015, le Collège des professionnels de la santé de Bleu Blanc Cœur, et qui regroupe à ce jour exactement 1312 professionnels de la santé, parmi les kinés, les pharmaciens, les ostéopathes, les sages-femmes, etc. Donc c'est un formidable succès, mais par exemple, si aujourd'hui chacun d'entre vous trouve un autre professionnel de la santé qui peut apporter son soutien à la démarche Bleu Blanc Cœur, eh ben, ça sera formidable. Nous visons bien sûr bien plus de professionnels de la santé répartis sur tout le territoire français. Mon intervention se veut aussi pratique. Quel est l'intérêt pour chacun d'entre nous d'apporter son soutien à Bleu Blanc Cœur? Par exemple, d'avoir des outils dans nos cabinets, là où nous travaillons, comme celui-là que je trouve super intéressant et qui permet, en téléchargeant l'application Bleu Blanc Cœur, de savoir dans quel magasin, autour de l'endroit où on habite, où habitent nos patients, on peut trouver des produits Bleu Blanc Cœur. L'intérêt aussi est de pouvoir consulter sur le site de Bleu Blanc Cœur toutes les études scientifiques qui sont sorties sur les oméga 3 dont Bernard vient de parler, et puis d'avoir des outils de communication dans nos cabinets. N'oublions pas que, je crois que tu l'as dit, 98% des gens que nous rencontrons sont en insuffisance d'oméga 3. Les maladies chroniques évoluent, nous le savons tous, nous en voyons beaucoup. La médecine a des difficultés actuellement de par moins de thérapeutes et beaucoup plus de maladies. Et je pense que apporter votre soutien à la démarche Bleu Blanc Cœur est une aide pour nos patients et puis pour nous. N'oublions pas que ce sont les consommateurs, les citoyens consommateurs payeurs qui ont vraiment le pouvoir, en achetant des bons produits, de modifier les choses. Voilà. Merci Thierry. Du coup, on va passer à la session des questions. Alors, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais je crois que vous avez la possibilité de lever la main et que j'ai la possibilité de vous donner la parole si vous souhaitez poser la question en direct. On a une première question écrite qui demande des précisions par rapport au ratio idéal oméga 6, oméga 3, et notamment quelle est la part de ALA par rapport aux autres oméga 3 à longue chaîne, donc EPA, DHA, j'imagine. Alors, lorsque l'on parle du ratio oméga 6 sur oméga 3, c'est un ratio global de l'ensemble des acides gras de type oméga 3. Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien en termes de biochimie ce que c'est, on a un précurseur qu'on trouve dans la nature qui est l'ALA, l'acide alpha-linolénique. Et cet acide alpha-linolénique, c'est celui qui est fabriqué dans les plantes et qui ensuite va, le cas échéant, être allongé au point de vue quantité de carbone sur la chaîne et puis va avoir une augmentation progressive du nombre de doubles liaisons
pour arriver à ce qu'on appelle les longues chaînes. Il faut savoir que sur le plan de la santé, c'est surtout les longues chaînes qui ont un effet extrêmement bénéfique. C'est l'EPA et le DHA. Et puis, pour y arriver, ben c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous avons un bagage enzymatique qui est extrêmement précaire, enfin, en tout cas insuffisant, et nous n'arrivons pas à fabriquer suffisamment d'EPA et de DHA. Donc, il faut passer par un intermédiaire. Et l'intermédiaire, ce sont les animaux, parce que eux, selon les espèces animales, ont un bagage enzymatique qui permet effectivement de passer beaucoup plus facilement depuis le précurseur jusqu'aux longues chaînes. Donc, c'est une raison supplémentaire pour dire ne bannissons pas les produits d'origine animale parce que c'est grâce à ces animaux que nous pouvons justement nous approprier les longues chaînes. Alors, c'est très difficile de dire il faut tant d'ALA, tant, etc. Je dirais que globalement, nous raisonnons actuellement plutôt par régime. C'est-à-dire que lorsque nous avons une alimentation équilibrée, c'est tout compris, mais il ne faut pas négliger l'acide alpha-linolénique, puisque c'est grâce à lui que nous mettons en œuvre tout notre système enzymatique qui permet justement d'utiliser, de synthétiser et d'utiliser les oméga-3. Si nous n'avons pas d'ALA et qu'on va directement en EPA et DHA, on perd une partie de ce potentiel. Alors, j'ai une autre question qui va dans ce sens un petit peu. Est-ce que les voies enzymatiques, notamment l'étape de la delta-6-désaturase, a plus d'affinité pour l'ALA que pour l'acide linoléique, ce qui expliquerait qu'il faudrait 4 LN pour 1 ALA pour arriver au bout de la chaîne à un AA pour un EPA. Oui, je comprends bien. Alors, pardon pour la traduction, mais grosso modo. Oui, non, mais j'ai compris. Alors, pourquoi ? Le problème, c'est que la delta-6-désaturase, qui est, mais pas que, hein, toutes les enzymes de la chaîne, il n'y a qu'une seule enzyme, et elle est commune à la fois aux oméga-6 et aux oméga-3. Et elle est en concurrence entre ces deux voies. Alors, en fonction de la quantité de précurseurs, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fonction de la quantité de précurseurs, cette enzyme va se déplacer vers les oméga-3 si on donne suffisamment d'oméga-3, ou vers les oméga-6 si on ne donne pas suffisamment d'oméga-3 et qu'on donne beaucoup d'oméga-6. Et une fois que c'est enclenché, on va développer la chaîne des oméga-6 dans notre alimentation quotidienne actuelle de type occidental, ou si on a une alimentation de type bleu blanc cœur ou de style crétois, on va plutôt avoir un déplacement de cette delta-6 vers la chaîne oméga-3. Donc, c'est un problème d'équilibre au niveau des précurseurs qui va enclencher ce système-là. Alors, après, il faut des oméga-6 quand même, parce que les oméga-6 ont un rôle biologique extrêmement important, ne serait-ce que sur la reproduction, sur un certain nombre de facteurs. Donc, il en faut, il ne faut pas les exclure. Mais c'est l'excès des oméga-6 par rapport aux oméga-3 qui va entraîner ce type de pathologie. Et dans le travail qui a été fait par la commission des experts de l'ANSES sur la définition du rapport oméga-6 sur oméga-3, effectivement, ça s'est basé sur toutes les études internationales sans exclusive qui ont permis de répondre à cette question, et notamment sur le meilleur équilibre santé par rapport à des gens qui consommaient soit uniquement des produits très riches en saturés oméga-6 par rapport à des gens qui consommaient beaucoup d'oméga-3. Et globalement, c'est ce rapport de 4 qui est émergé comme le rapport idéal. Merci Bernard. J'ai encore une question qui va regrouper 3 questions qui sont apparues. Donc, la première question, c'est
est-ce que les biologistes, dans les analyses de laboratoire, on est en mesure de faire ces ratios oméga 6, oméga 3 et est-ce que c'est un peu systématique? Est-ce que si ce n'est pas le cas, ça ne serait pas intéressant de le faire? Et troisième question, est-ce qu'une fois qu'on a ces informations-là, on ne pourrait pas mettre en place des préconisations manifestement de donner des oméga 3 chaque matin chez des patients qui auraient un rapport pas bon? I have a dream. Le problème, c'est que certes, on sait très bien faire ça, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que ce sont des chromatographies, des acides gras, et ce n'est absolument pas fait en routine. Dans un laboratoire d'analyse médicale, on va vous faire cholestérol, triglycérides, ApoA, ApoB, bon, mais pas du tout une chromatographie des acides gras. Alors, il se trouve qu'actuellement, nous travaillons sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui sont des petits chromatographes, si je puis dire, mais de la taille d'un briquet et qui pourraient être un instrument. Alors là, je me tourne vers Thierry, qui lui est généraliste dans son cabinet, qui voit des patients et qui pourrait avoir, comme il a vraisemblablement un petit lecteur de glycémie qui en 5 secondes va donner la glycémie au bout du doigt, eh bien d'avoir en 5 secondes avec ce petit chromatographe sur une gouttelette de sang la teneur en oméga 3 qui permettrait effectivement d'adapter le régime des patients que l'on voit au déséquilibre mis en évidence. Alors, c'est en cours, mais ce n'est pas encore terminé. On sait que ce petit chromatographe marche déjà sur un certain nombre d'aliments, mais ça ne marche pas encore sur le sang. Je l'ai testé. Pour le moment, c'est quand même encore assez compliqué, mais nous ne perdons pas l'espoir de le mettre au point dans un avenir relativement proche. Donc, pour le moment, c'est encore une question en suspens, mais sur laquelle nous travaillons et je pense que nous aurons une réponse d'ici quelques temps. Ok, merci. J'ai des précisions dans le fil de discussion qui nous disent que certains laboratoires font ces analyses-là. Bien sûr, mais c'est en tout cas, feront ces analyses-là en routine bientôt. Alors après, on peut le faire en routine. Certains laboratoires le font effectivement en routine, mais une chromatographie, d'abord, ce n'est pas une réponse tout de suite. Et je n'ai pas du tout le tarif d'une chromatographie, mais c'est 150 €. C'est de l'ordre de 150 € l'examen. C'est-à-dire que, et puis, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ok. On va passer à une ou deux autres questions et après, je pense qu'on pourra mettre fin, mais on reste, nous, à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions par email ou à l'association Bleu Blanc Cœur. Juste des questions. Alors, est-ce que les oméga 3 sont conseillés dans les MICI? Donc, je pense que c'est les maladies digestives, j'imagine, donc Crohn, etc. Donc, il y avait cette question. Et lorsque l'on fait réaliser un profil d'acide gras érythrocytaire à un patient, au bout de combien de temps peut-on espérer améliorer ce profil d'acide gras en mettant en place un modèle alimentaire Bleu Blanc Cœur? Alors, pour répondre à cette deuxième question, au bout de 15 jours, le problème est réglé. Alors, ça doit être confirmé, mais 15 jours d'alimentation bien conduite, vous modifiez complètement le profil des acides gras sur vos parois cellulaires, donc sur la double couche lipidique qui constitue nos parois cellulaires. Les acides gras oui, il faut compter 15 jours pour que ce soit complètement fait, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas, ce n'est pas un médicament, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des aliments riches en oméga 3 et dire ça y est, j'ai ma dose pour l'année. C'est quelque chose qui doit être poursuivi en permanence, puisque les acides gras se renouvellent en permanence. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, alors, l'autre question, excusez-moi, la première partie de la question, c'était… Oui, la deuxième question était dans le cadre de maladies particulières, est-ce que les oméga 3 sont conseillés? Oui, tout à fait. Alors, la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, de même que la rectocolite ulcéro-hémorragique. Et ces maladies auto-immunes inflammatoires sont extrêmement liées au microbiote. C'est-à-dire que le microbiote, c'est-à-dire
les bactéries qui constituent la flore intestinale ont un rôle notamment immunitaire extrêmement important, et ce microbiote est modifié de façon très positive par un régime riche en oméga 3. Ça suffit pas, mais c'est un élément qui contribue effectivement à l'équilibre du microbiote et donc à une certaine stabilisation de ces maladies qui restent quand même des maladies extrêmement difficiles, complexes et chroniques. Mais certainement, ça contribue. Alors, si j'ai la parole, je voudrais juste apporter 2 points qui me paraissent importants. Dans la perspective du travail de Bleu Blanc Cœur, nous avons 2 études en cours. La première étude, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la première étude, c'est l'étude sur l'allaitement. Problème, et ça rejoint la dernière question, si une maman qui accouche et qui allaite son bébé, quelle est la qualité du lait qu'elle va donner à son bébé pour mettre toutes les, toutes les bonnes conditions en main pour que l'enfant se développe correctement. Donc, nous avons commencé cette étude. On recrute actuellement des mamans qui sont enceintes et qui vont accoucher pour pouvoir leur proposer, et comme c'est un peu compliqué, on le fait dans le périmètre de Rennes, hein, grosso modo, pour pouvoir leur proposer de participer à cette étude et qui nous permet de savoir si, en fonction de leur alimentation, le lait est plus ou moins de bonne qualité dans le cadre de la prévention et surtout du développement de l'enfant qu'elle nourrisse. Ça, c'est la première étude. Et pour rejoindre ce que Thierry Guichetot vient de nous dire, c'est qu'effectivement, la prévention de toutes ces maladies, c'est potentiellement une économie en termes de sécurité sociale. Et donc, nous avons une étude qui commence sur l'impact du changement des modes de production d'alimentation animale, 1, sur les paramètres de santé, et 2, par voie de conséquence, sur les coûts de santé assurés par actuellement la sécurité sociale. Donc voilà 2 éléments qui nous permettent, qui nous semblent intéressants pour compléter ce que nous venons de dire l'un et l'autre. Merci Bernard. Une dernière question et après on va rendre l'antenne entre guillemets. Je souhaite mettre cette question en avant parce que je pense que c'est une question que pas mal d'entre vous vous posez. La distribution des produits Bleu Blanc Cœur est quasi nulle en Haute-Savoie et dans le sud-est également. Pourquoi sommes-nous lésés? Alors sur la région. Pardon ? Nous sommes en train de redéfinir le circuit, entre guillemets, je mets ça avec beaucoup de guillemets, le circuit commercial. C'est-à-dire qu'il faut, nous sommes tributaires de l'intérêt que les gens posent. Et si effectivement en Savoie ou Haute-Savoie ou dans le Sud-Est, les gens réclament, je pense qu'effectivement, les grandes enseignes, comme d'autres enseignes plus artisanales, vont s'y mettre. Mais il faut qu'il y ait une demande. Et c'est une demande citoyenne, hein, je pense. Et nous, de notre côté, nous essayons effectivement de promouvoir ça par des réunions, par on va beaucoup dans les différents territoires et on essaye de stimuler dans les territoires ce besoin, parce que je crois que c'est un besoin, ce besoin de santé publique par le biais de notre alimentation. Après, j'ajouterais aussi que il y a des régions où on est effectivement très bien développé. Aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur a un taux de notoriété de 43%, donc on progresse. Il y a des régions comme le Sud-Est qui sont effectivement moins des régions d'élevage et sur lesquelles on a moins de produits et de filières qui sont mises en place. Mais il faut savoir qu'il y a des marques nationales, il y a des enseignes qui proposent les produits et qui ont des diffusions nationales de ces produits. Donc, si vos magasins qui sont censés en distribuer n'en distribuent pas, n'hésitez pas à voir les responsables de magasins pour leur dire de référencer les produits, ils les ont. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter. Nathalie, je ne sais pas si de ton côté, tu souhaites ajouter quelque chose.
Bon, Nathalie va venir. Merci Fleur de me donner la parole, j'étais derrière. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, c'était une première. Bravo Fleur pour l'organisation. Et puis merci à tous d'avoir participé à ce temps fort. Ça nous donne envie, peut-être si vous avez encore un petit peu de temps pour taper sur votre clavier, c'est éventuellement des thématiques que vous voudriez aborder. Aujourd'hui, c'était une thématique assez globale et générale sur la démarche Bleu-Blanc-Cœur et les fondamentaux scientifiques. On a envie de renouveler ça à rythme régulier et tout est imaginable. Des conférences sur les thématiques dont vous parliez tout à l'heure, la disponibilité des produits, mais ça peut être aussi des interactions avec des producteurs, des éleveurs qui viennent expliquer ce qu'ils font, des cuisiniers qui viennent expliquer ce qu'ils font. En tout cas, c'est toute la synergie du réseau Bleu-Blanc-Cœur, c'est de pouvoir apprendre et découvrir des autres. Alors, les problématiques scientifiques et techniques d'un côté, évidemment, parce que comme l'a souligné Bernard et Thierry, vous êtes déjà nombreux dans le réseau Bleu-Blanc-Cœur, donc on peut partager des connaissances, appuyer sur une thématique donnée comme l'étude sur le lait maternel. Ça peut faire l'objet d'un webinaire, mais on peut imaginer aussi inviter des producteurs de lait, de porc, de volaille, et vous expliquer comment ils mettent en œuvre leur métier, quels sont les cahiers des charges. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, et puis on organise très prochainement un nouveau webinaire. Je dirais que quelquefois, des réunions physiques sont importantes. Alors, si à votre échelle, là où vous êtes dans vos territoires, vous avez envie d'organiser une réunion, ce n'est pas impossible. Bon, moi, ça m'arrive un certain nombre de fois de me déplacer et d'animer une réunion, une conférence. Ce sont des choses possibles. Je pense que nous nous sommes beaucoup investi là-dedans, on continue à s'investir et on est là pour essayer de vous aider dans la démarche et dans les efforts que vous faites, vous, à votre échelle, pour développer la filière Bleu-Blanc-Cœur. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre fin à cette réunion. Nous sommes joignables, hein, vous avez nos coordonnées, nos adresses mail. Donc, je vais vous redonner la mienne. Je vous l'ai écrite dans le fil de conversation, mais c'est flore, F-L-O-R-E, .millet, M-I-2-L-E-T, @bleu-blanc-cœur.com et je dispatcherai en fonction avec plaisir. Merci à tous en tout cas. Et puis, à très bientôt pour un second webinaire, on l'espère. Au revoir. Merci Flore. Merci. Merci.